Bonjour à tous et bienvenue sur la Brocanterie, je suis Seb et c'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo. Lors du dernier épisode, nous étions attaqués à la série des Jak and Daxter. Et il est maintenant temps pour nous de nous attaquer à un tout autre univers rempli de créatures mystiques et mystérieuses. Je parle ici bien sûr de notre petit dragon violet favori, Spyro. Avant de sérieusement commencer à parler de notre sujet d'aujourd'hui, je vous propose d'en faire un petit résumé histoire qu'on soit sûr de tous partir sur la même base. Spyro, c'est une série de 13 jeux vidéo dont le premier est sorti en 1998 sur PlayStation 1. Il est créé et développé par un studio américain que nous connaissons déjà et que je ne présente plus, Insomniac Games. Ici nous avons donc affaire à un jeu de plateforme dans lequel on incarne Spyro, un jeune dragon toujours accompagné de Sparx, sa libellule de compagnie. Votre objectif au travers de cette aventure sera de sauver ses congénères, malheureusement changés en cristaux par le grand méchant de l'histoire, Gnasty Gnorc. Mais pas seulement, car d'autres missions vous seront également confiés comme récupérer tous les joyaux ou encore sauver les œufs de dragon volés. Le jeu est un véritable succès commercial et surtout salué par la critique, par la qualité de ses graphismes et de sa bande son. Pour Insomniac Games et surtout Sony, l'objectif à l'époque était très clair, tenter de briser le quasi-monopole qu'occupait Nintendo au niveau des jeux vidéo pour enfants. Sony et leur PlayStation avaient besoin de rivaliser d'urgence face aux nombreuses mascottes de la firme Nintendo, fortes de leurs licences à succès mondiaux comme Zelda ou encore Mario. Maintenant que vous avez plus d'informations sur notre sujet d'aujourd'hui, je vous propose de passer sans plus attendre à ce qui nous intéresse réellement, à savoir les choses que vous ignorez peut-être sur Spyro the Dragon. Spyro et les couleurs. Le monde de Spyro est un univers verdoyant aux couleurs vives dans lequel la nature occupe une place très importante. Seulement voilà, au début du développement, Spyro n'était pas du tout pensé pour être de couleur violette, il était à l'origine de couleur verte. Et cela a posé un assez gros problème, puisque l'univers du jeu étant verdoyant, Spyro ne se démarquait pas du tout des décors. Et c'est pour ces différentes raisons que l'équipe a finalement choisi la couleur violette à la place du vert, soit une couleur qui se démarque avec la quasi-totalité des décors du jeu. D'ailleurs en parlant de Spyro qui était de couleur verte, je me dois également de vous dire que le studio voulait lui donner le nom de Pete. Mais pour des gros soucis de copyright envers Disney et leur film sur un dragon vert du même nom, le nom de Pete fut rapidement abandonné, mais rapidement remplacé par Pyro avant d'y ajouter un S pour obtenir le nom que nous connaissons tous, Spyro. Spyro aurait dû être un dragon adulte. Une des premières idées pour Spyro fut de lui donner l'apparence d'un dragon adulte, au look bien vénère et médiéval. Mais rassurez-vous, le studio voulant essayer de concurrencer Nintendo et surtout de toucher un jeune public, ils ont rapidement changé son apparence. Car bon, faut pas être un génie pour réaliser qu'objectivement, un gros dragon ça aurait surtout fait plus peur aux enfants qu'autre chose. Un ingénieur de la NASA pour faire voler Spyro. S'il y a bien quelque chose qui m'a profondément marqué avec Spyro, c'est bel et bien la fonctionnalité de vol. Qui n'a jamais rêvé étant enfant de pouvoir voler dans les airs? Bon ok, je suis d'accord, ça fait peut-être pas kiffer tout le monde d'être en chute libre, mais moi j'aime bien, et c'est d'ailleurs cette même fonctionnalité de vol qui m'a provoqué un tel attachement envers l'univers du jeu. Et pas seulement, pour qu'une feature d'un jeu ici, à savoir voler, arrive à me marquer, il faut d'abord qu'elle soit réussie. Sinon on se retrouve juste à garder des mauvais souvenirs, comme ce Superman 64 et ses anneaux maudits. Honnêtement, si vous avez eu l'occasion d'y jouer, je suis sûr que vous en souvenez. À mes yeux, pour l'époque, et surtout avec mes mains d'enfant, la fonctionnalité de vol m'a bien marqué et c'était assez bien réussi. Car elle a été développée avec un scientifique de la NASA qui a utilisé de sa propre expérience afin d'obtenir un contrôle aérien et une caméra réglée aux petits oignons. Si ça c'est pas une belle preuve d'investissement de la part d'Insomniac Games, honnêtement je vois pas ce qu'on peut faire de plus. Avant de passer au prochain et dernier fact de la vidéo, j'en profite pour vous inviter à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et surtout n'hésitez pas à lâcher un pouce en l'air et à me dire dans les commentaires si vous connaissiez déjà ou non les différents facts de la vidéo. Brian et Brenda. Allez, pour ce dernier fact, on part sur un petit easter egg bien sympa caché au sein du deuxième titre de Spyro. Pour cela, rendez-vous dans le niveau de la forêt d'été et de la toundra hivernale, dans lesquels on peut trouver en restant attentif deux détails cachés dans les décors du niveau, ici à savoir Brian et la Brenda. Il s'agit, et là, tenez-vous bien, de deux autres dragons jouables et débloquables, et c'est ce que j'aurais bien aimé vous dire, mais c'est complètement faux. Brian et Brenda sont les prénoms que portent les enfants d'Oliver Wade, qui n'est ni plus ni moins que le designer de Spyro. C'est déjà la fin de cette petite vidéo ayant pour sujet les choses que vous ignorez peut-être sur l'univers de Spyro the Dragon. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu. C'était encore une fois l'occasion d'en apprendre plus sur une saga légendaire. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao.